Quand on parle du métier de business analyst, on parle souvent de spécifications, d'user stories, de livrables, d'activités, de workshops, de recueil des besoins et j'en passe. Mais il y a vraiment une chose dont on parle rarement, voire pas du tout, c'est la charge mentale de la business analyst, du fait d'exercer ce rôle dans les projets de système d'information. Le fait d'arriver dans des environnements qu'on ne maîtrise pas encore, voire pas du tout, d'arriver dans une structure où on ne connaît pas les gens, on ne connaît pas le secteur, on ne connaît pas le produit, on ne connaît pas le service, on ne connaît pas les process internes, les procédures, on ne connaît pas non plus la technologie, on ne connaît pas la gouvernance implicite et explicite, et j'en passe. Et tout ça en donnant l'impression à l'extérieur de maîtriser parfaitement son sujet. Pendant longtemps, j'ai pensé que cette sensation allait s'estomper avec l'expérience, mais j'ai quand même constaté quelque chose d'assez troublant, et plus je discute avec vous, et plus ça corrobore mes observations. Même des business analysts expérimentés, des gens pourtant compétents, reconnus, parfois qui maîtrisent le secteur d'activité, la technologie, voire même l'entreprise, ils y sont depuis un certain temps, eh bien même eux, ils avancent avec cette sensation diffuse de « je me débrouille » entre guillemets. Et je pense que ce n'est pas du tout un problème individuel, je suis même absolument persuadée que cette sensation de devoir se débrouiller est structurelle à notre métier, et c'est de ça dont j'aimerais vous parler aujourd'hui. Alors bienvenue tout d'abord à celles et ceux qui ne connaissent pas la chaîne de Best of Business Analyst. Vous êtes au bon endroit si vous voulez découvrir la business analyse. Vous voyez qu'il y a des centaines de vidéos sur le sujet, sur la business analyse, mais également tout son contexte, puisque nous sommes une discipline au carrefour des enjeux métiers, technologiques et de la gestion de projet, et au cœur d'un énorme écosystème qu'on appelle l'humain, ce qui est particulièrement important à l'heure où je tourne cette vidéo en 2026, où on ne parle que d'intelligence artificielle. Si vous voulez avoir des informations plus complètes sur ce métier, bien sûr, via cette chaîne, il y a également le site internet bestofbusinessanalyst.fr. Et si vous voulez avoir de la veille gratuite, il vous suffit de vous inscrire à la newsletter en allant sur le site internet. Pour terminer cette introduction, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, Best of Business Analyst est un organisme de formation certifié Calliope qui forme les business analysts candidats à la business analyse ou ceux qui le sont et qui sont autodidactes comme 98% des business analysts, dont moi-même. Et c'est pour ça que je voudrais vous parler aujourd'hui d'un sentiment extrêmement courant chez les business analysts, puisque comme nous ne sommes pas formés, nous ne savons jamais en fait si nous faisons les bonnes pratiques, il y a ce sentiment de devoir se débrouiller en toutes occasions et donc de fonctionner en adaptation permanente. Alors j'ai pris des notes, puisqu'il y a pas mal de choses que je voudrais vous expliquer. Déjà, ce n'est pas que les juniors en fait qui ont l'impression de devoir se débrouiller. Si vous êtes junior, rassurez-vous ou pas, quand vous avez face à vous des business analysts expérimentés, ils peuvent donner l'impression de maîtriser le sujet, et je peux vous assurer, pour parler avec eux un petit peu tous les jours, que ce n'est pas vrai. Oui, on maîtrise le sujet, qu'on ça fait des années ou des mois qu'on travaille dans un écosystème qu'on connaît, dans une entreprise qu'on connaît, avec des produits ou des services qu'on connaît, lorsqu'on connaît les équipes, lorsqu'on connaît la technologie. Mais je peux vous assurer que si vous changez de mission, de mandat, vous vous retrouvez dans une sensation très délicate où finalement, même si vous êtes capable de gérer des projets complexes, vous avez vraiment, surtout au début, l'impression de devoir vous débrouiller. Alors j'ai surtout au début, c'est pas vrai, vous allez voir pourquoi, quelle est finalement l'essence de notre métier. Pour donner un tout petit peu le contexte pour celles et ceux qui ne savent pas d'où je viens, avant d'être business analyst, j'ai fait une école de commerce internationale et j'ai fait un tout petit peu de vente, de commercial et puis surtout du contrôle de gestion internationale pendant de nombreuses années. Je me suis reconvertie en passant un master 2 en informatique et suite à cette reconversion, je me suis installée comme consultante freelance. À l'époque, on parlait pas encore de business analyse. J'étais donc ce qu'on appelle une consultante hybride, on va dire. Je crois que sur le CV, je marquais double compétence, finance informatique. Voilà, donc on parlait pas encore de business analyst, j'étais ce qu'on pouvait appeler à l'époque une fonctionnelle, technico-fonctionnelle, parfois chef de projet MOA, parfois responsable de l'eau, parfois directrice de projet. Mon libellé a vraiment changé d'une mission à l'autre. Et j'ai vraiment été immergée, on va dire brutalement, dans les projets de système d'information. Il faut savoir que je venais vraiment complètement d'un autre système, j'étais contrôleur de gestion avant, je ne connaissais absolument pas le monde du conseil, je connaissais pas non plus le monde des projets de système d'information, et donc forcément, au début, c'était un petit peu compliqué, je l'ai déjà dit dans une vidéo d'il y a peut-être 2-3 ans, une des premières missions que j'ai fait, franchement, je comprenais un mot sur deux lorsqu'on me parlait, mais j'étais freelance, donc c'était encore plus délicat de démontrer une vulnérabilité ou de montrer qu'on ne savait pas, ou que je ne savais pas en tout cas. Donc, moi, ce que je peux vous dire simplement, c'est que ce que moi j'ai vécu il y a un certain nombre d'années déjà, c'est toujours le cas actuellement en 2026. C'est-à-dire que
Une partie de notre métier, quand on est business analyst, si ce n'est tout notre métier, consiste à naviguer dans des environnements plus ou moins complexes qu'on ne maîtrise absolument pas au début et qu'on commence à maîtriser au bout d'un certain temps, mais après, dès qu'on change de contexte, on repart à zéro ou quasiment. Donc, c'est vraiment ça qui est important de comprendre. C'est une observation, tout simplement, de ce qu'est la business analyse et qu'on raconte vraiment jamais, en fait. Quand vous voyez parler des business analysts qui parlent de leur métier, parfois quand je parle à des développeurs et qui ont vraiment une ambition de carrière de devenir business analyst, parce que quand ils voient les business analysts, pour eux, c'est un peu le Saint Graal. Mais je peux vous assurer que la réalité n'est pas aussi rose que ce que vous avez l'impression de voir. Si vous êtes business analyst, franchement, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. N'hésitez pas à mettre en commentaire votre propre expérience et si vous reconnaissez un petit peu votre parcours ou celle de vos collègues lorsque j'en parle dans cette vidéo. Donc, en fait, ce que je voudrais commencer par vous expliquer ici, c'est, je vais même pas vous parler de méthode de business analyst, je vais pas vous parler de technique d'élicitation, je vais pas vous expliquer comment on écrit des spécifications fonctionnelles détaillées, ni comment on fait de la modélisation BPMN, ni comment on mène un atelier de travail avec les contributeurs ou qu'on écrit des user stories. C'est vraiment pas ça dont je voudrais vous parler, c'est tout d'abord la réalité quotidienne. Et pas la réalité quotidienne opérationnelle, mais la réalité mentale quotidienne d'un business analyst. Concrètement, imaginez que vous arrivez dans un nouveau contexte. En général, pas tout le temps, mais souvent, l'onboarding, il est ultra rapide. Il est possible que vous ayez une première réunion le lundi matin quand vous arrivez avec votre manager direct, opérationnel ou hiérarchique, qu'on vous accorde un petit peu de temps pour vous expliquer les grandes lignes du projet, mais ça va franchement pas souvent beaucoup plus loin. Souvent, on va vous donner accès, pas tout de suite, mais peut-être parfois au bout de quelques jours, voire quelques semaines, c'est arrivé aux serveurs, aux informations d'onboarding ou même pas aux documents d'architecture, à parfois un foisonnement de documentation que vous comprenez absolument pas parce que vous n'êtes pas encore dans la compréhension ni métier ni technologique du projet. Donc imaginez que vraiment souvent l'onboarding se fait dans ce contexte-là où c'est à vous d'aller chercher l'information, sauf que vous savez pas encore quel type d'information ou alors il y en a tellement que vous savez pas par où commencer et quand vous les lisez, de toute manière, vous retenez rien. Vous devez découvrir un nouveau secteur. Pas tout le temps, mais ça peut arriver. C'est sûr, si vous êtes spécialiste, par exemple, dans les banques et assurances, vous connaissez ce domaine-là, mais vous connaissez peut-être pas l'entreprise, ou vous connaissez peut-être pas le département d'entreprise où vous arrivez. Donc, en tout cas, découvrir un nouveau secteur, c'est très fréquent. Moi, j'ai fait plein de secteurs différents. C'est ce que j'aimais d'ailleurs, c'était de ne pas être tout le temps dans un même secteur. Effectivement, en 2026, souvent, on peut commencer à devenir business analyst avec une spécialisation, sectorielle ou technologique, parce que c'est un peu plus simple de se confronter au niveau du recrutement, parce que vous avez coché déjà pas mal de cases. Mais en tout cas, découvrir un nouveau secteur, ça fait souvent partie des choses qu'on fait quand on débute comme business analyst. Souvent quand on est consultant, par ailleurs, que ce soit freelance, que ce soit salarié d'une ESN, c'est vraiment quelque chose d'assez fréquent. Vous allez souvent aussi tout le temps découvrir un nouvel environnement technique. Et alors là, même si vous êtes en terrain connu dans le secteur d'activité ou dans l'entreprise, si ça fait plusieurs missions que vous faites dans la même entreprise, au niveau technologique, vous pouvez très bien découvrir des choses totalement nouvelles. Et d'autant plus en ce moment avec l'intelligence artificielle qui rebat les cartes de beaucoup de choses. Vous pouvez découvrir aussi tout un ensemble d'acronymes. Vous y comprenez rien. Voilà. Donc, il y a parfois des glossaires avec des acronymes qui peuvent vous expliquer un petit peu ce que c'est, mais c'est pas tout le temps le cas. Moi, je me souviens que chez certains clients, franchement, je débutais, je faisais des réunions. Quand j'assistais à des réunions, ça aurait été du chinois, ça aurait été pareil pour moi. Voilà. Donc, ça pouvait être très, très compliqué. Ensuite, vous avez peut-être un organigramme, donc vous essayez de voir comment l'entreprise est organisée, mais qui décide réellement? C'est pas forcément celui ou celle qui est marqué comme le chef sur l'organigramme qui décide. Ça, c'est vraiment les enjeux politiques à l'intérieur d'une entreprise sont parfois très spécifiques. Or, c'est ça que vous allez devoir apprendre à connaître pour pouvoir faire votre métier. Les processus, parlons-en, les processus d'entreprise. Il y a parfois des entreprises qui n'ont pas de processus écrit du tout. C'est dans la tête des collaborateurs. Parfois, ils sont écrits, mais ils sont obsolètes. Parfois, ils sont extrêmement documentés parce que vous êtes dans un secteur très réglementaire, donc ça doit être documenté. Et pourtant, bizarrement, la réalité n'est pas conforme à ce qui est documenté. Ensuite, comprendre les outils internes. Même dans les petites entreprises, actuellement, on a une pléiade d'applications. Il faut comprendre ce que chaque application fait, pour qui, pourquoi, comment l'architecture du système d'information fonctionne. Et même sans aller dans l'architecture fonctionnelle, mettons que vous êtes plutôt assistant à la maîtrise d'ouvrage, plutôt côté métier, il faut que vous compreniez quels sont les outils utilisés par les collaborateurs. Ensuite, vous devez, dès le début, comprendre des attentes qui sont pas formulées clairement. Il y a des fois, vous rentrez sur une mission, vous avez 3 lignes qui expliquent la mission, mais vous savez pas vraiment ce que vous allez faire, quel est votre périmètre. On vous a pas vraiment expliqué. Il y a un besoin, mais ce besoin-là, vous le connaissez pas encore bien. Quant à comprendre vraiment les attentes, déjà au niveau des managers, au niveau des parties prenantes, etc., c'est au fur et à mesure de
votre présence sur le projet que vous allez les découvrir. Ensuite, la dépendance permanente aux autres. Et oui, quand on est business analyst, on n'est pas tout seul dans son coin. On dépend constamment de contributeurs, que ce soit des utilisateurs que vous allez interroger, des clients de l'entreprise, que ce soit les membres de l'équipe, que ce soit l'équipe technique d'ailleurs ou pas technique, que ce soit tout un ensemble de parties prenantes que vous allez devoir solliciter, mais vous êtes tout le temps dépendant d'eux. Alors imaginez, vous préparez un atelier de travail. Vous avez identifié un certain nombre de contributeurs qui ont tous une spécificité, donc vous avez vraiment besoin de tout le monde. Et puis le jour J, il y a des gens qui ne viennent pas. Voilà, ils s'excusent, ils avaient une deuxième réunion urgente, plus urgente que la vôtre, en parallèle. Ou alors ils arrivent avec un quart d'heure de retard sur l'heure prévue et ils partent 10 minutes avant. Toute la structure du workshop que vous avez prévu ne peut plus tenir en fait. Donc vous êtes tout le temps obligé de jongler avec tout ça. Les réunions reportées, pas de décision ou des décisions dont pas vraiment prises en fait, que personne n'assume, ni les managers opérationnels, ni les managers hiérarchiques, ni les key users, etc. Vous pouvez avoir aussi toutes des priorités qui changent tout le temps. Une roadmap, voilà, un planning inexistant. Vous aviez bien un chef de projet, mais il n'y a pas vraiment de planning existant. Ou alors, grosse maille, et c'est à vous de faire un petit peu un rétro-planning et de vous débrouiller avec ça. Tout ce qui est tension silencieuse aussi, entre les équipes, qui vous sont pas, évidemment, clairement expliquées, que vous découvrez au fur et à mesure, ou parfois vous dites, je comprends pas, j'ai fait tout ce qu'il fallait, et ça fonctionne pas. Qu'est-ce qui se passe? Et là, vous découvrez au fur et à mesure que oui, il y a des tensions entre certains contributeurs, entre certaines équipes, et que c'est ça qui va finalement faire que ça ne se passe pas forcément comme prévu. Tous les sujets urgents, les patates chaudes qui arrivent soudainement parce qu'un manager a demandé, parce que y a eu quelqu'un qui a parlé plus fort, parce qu'il y a eu un bug en prod, etc., qui font que votre planning est mis à mal. Donc, ce que je voudrais vous dire dans cette explication de la réalité de notre métier de business analyst, au-delà de ce que vous pouvez voir dans les annonces, d'écrire des specs, les user stories, etc., c'est qu'une partie de notre métier consiste vraiment en permanence à réduire tout ce qui est flou, non dit, implicite, et c'est vraiment une charge mentale très forte et rarement visible. Donc ça, c'est la première chose. Quand on a compris ça, alors vraiment, je vous ai fait grosse maille. Il faut comprendre que à cause de cette situation, beaucoup de business analysts vont compenser. Ils vont compenser même énormément. Moi, par exemple, comment je compensais? En travaillant beaucoup plus. C'est-à-dire, comme je connaissais pas, par exemple, un nouveau secteur d'activité et que j'avais pas le temps de le découvrir pendant mes heures de travail, je faisais comment? Je le faisais le soir, ou en tout cas pendant mes heures de travail, mais en restant beaucoup plus tard, ou en travaillant dessus le week-end. J'avais besoin de comprendre comment voulez-vous mener des ateliers de travail sans comprendre le secteur d'activité ou le contexte métier. Et on vous donne pas forcément le temps de comprendre tout ça. Ou en tout cas, on vous le donne au début, mais pas suffisamment longtemps, puisque de toute manière, imaginez que les personnes face à vous, parfois ça fait des années qu'elles sont là, et leur contexte métier, forcément, elles ont eu le temps de s'y accommoder. Nous, pas du tout. Donc, on compense en travaillant. Par ce besoin de comprendre, le besoin de préparer. Vous pouvez pas mener un atelier de travail sans le préparer. Et moi, je me souviens très bien que d'une mission, en fait, où on m'avait dit, alors, le temps de préparation par rapport au temps passé en workshop, c'est x2. Donc, en gros, tu passes 1 heure de workshop, c'est 2 heures de préparation et en restitution, 1 heure de restitution. Alors maintenant qu'il y a l'intelligence artificielle, c'est plus tout à fait ça. Mais à l'époque, c'était ça. Et c'était pas vrai. Je passais pas le double du temps passé sur un workshop. Je passais beaucoup plus de temps. Il faut recueillir les informations, il faut préparer la logistique, il faut structurer le questionnement. Il y a tellement de choses à préparer que je peux vous assurer que c'est très long. Et la restitution, avant les IA, c'était mes prises de notes, les réécrire, se souvenir de ce que j'avais dit. Ça prenait beaucoup de temps également. Donc en fait, le besoin de préparer, c'est aussi totalement sous-estimé et c'est une charge très importante. Et enfin, le besoin de réduire l'incertitude. C'est pour ça, parfois, on est un petit peu perfectionniste dans notre manière d'approcher les choses, mais je peux vous assurer que si on le fait pas, on passe à côté de tellement d'informations importantes et cruciales. J'ai des souvenirs de managers, quand je posais plein de questions, qui me disaient, mais non, Alice, en fait, on s'en fiche, c'est pas ça que tu dois faire là maintenant, c'est ça. Et moi, je disais, oui, mais si je comprends pas plus, si j'ai pas une vision plus large, plus systémique, je vais passer à côté d'éléments. Et en fait, certains managers ne comprenaient pas. Ils voulaient que je sois une petite exécutante qui reste dans mon petit domaine, dans ma petite brique de composants du logiciel, sans aller au-delà. Sauf que moi, je peux vous assurer qu'un business analyst, il doit développer une vision systémique, c'est indispensable. Si on se cantonne à la petite brique du composant du logiciel qu'on est en train de concevoir, on se plante totalement, on va passer à côté de plein de choses. Et c'est pareil pour les processus métiers. C'est vraiment notre rôle d'être en capacité à être dans la compréhension systémique. Donc, ce besoin de réduire l'incertitude, tout ça, je peux vous assurer que, évidemment, c'est pas
un sacrifice héroïque que je faisais pour l'entreprise. C'était juste la nécessité, la base pour moi, pour savoir et pour pouvoir travailler. Ce mécanisme de compensation que moi j'ai eu, que vous êtes extrêmement, enfin tout le monde en fait, c'est même pas extrêmement nombreux à avoir, c'est tout le monde, tous les business analysts fonctionnent de cette manière-là. Si c'est pas votre cas, s'il vous plaît, mettez-le en commentaire de cette vidéo parce que franchement, ça m'intéresse de découvrir des E.T., des extraterrestres. En tout cas, il faut savoir que plus les contextes sont mouvants, donc quand je dis contexte métier, contexte technologique, contexte de gestion de projet, ou parfois il n'y a pas vraiment de gestion de projet, c'est un truc un petit peu hybride, eh bien plus certains profils de business analyst vont développer des stratégies d'hyper-adaptation. Et franchement, je peux vous assurer que c'est la norme. Et c'est pas, si vous vous retrouvez dedans et vous dites que vous êtes une exception, tout le monde a l'air d'être hyper à l'aise, je peux vous assurer que non, vous inquiétez pas. Vous n'êtes pas une exception du tout. Voilà, simplement sachez que certains le cachent mieux que d'autres. Il y en a qui le disent, voilà, qui ont une certaine authenticité, une transparence, qui vont en parler, qui vont chercher de l'information, et d'autres qui vont le cacher. Pourquoi ? Par peur d'être jugé, par peur de pas faire l'affaire, par peur qu'on lui dise qu'ils sont pas efficaces, parce que un manager, quand il voit plusieurs business analysts, dont un qui cache son jeu, entre guillemets, son incertitude, son syndrome de l'imposteur, et qu'il y en a un autre qui, au contraire, dit qu'il n'est pas à l'aise, il va penser que c'est celui-là qui est défaillant. Voilà. Donc, en fait, c'est malheureusement le jeu qu'on trouve en entreprise de devoir cacher ce qu'on estime être une défaillance. Autre chose. Troisième partie, on va dire, de cette vidéo. Il faut savoir que notre métier de business analyst, il change constamment de forme. Le problème, il n'est pas individuel. Si vous pensez que c'est vous le problème, vous vous trompez. Dans le sens où un même intitulé de poste peut cacher des réalités extrêmement variées. J'en ai parlé dans plein de vidéos. Vous pouvez vous appeler business analyst dans une entreprise. Vous changez de business unit. C'est une autre réalité de votre métier. Vous changez d'entreprise, je vous en parle même pas. Vous changez de secteur, je vous en parle même pas. On peut avoir des variétés d'exercices de notre métier. Par exemple, vous travaillez dans un grand groupe ou une start-up scale-up, ça n'a rien à voir. En fait, en tant que business analyst, on va pas travailler du tout pareil. Vous travaillez dans un projet géré en agile, Scrum ou autre, ou en safe. C'est pas du tout pareil que de travailler en cycle en V ou en cascade. Donc ça, c'est pour ceux qui découvrent la gestion de projet, c'est des méthodologies de gestion de projet informatique qui sont connues, en tout cas, qui font l'objet de certifications internationales, où on sait précisément quelles sont les activités, quels sont les livrables, etc., qui doivent être menés dans certains types de méthodologies de gestion de projet. Et après, il y a des frameworks comme SAFe, et puis il y a également des approches comme l'agilité qui font qu'en tout cas, en tant que business analyst, on travaille pas du tout pareil. Autre chose qui fait qu'on travaille différemment, le build et le run. Le build et le run, c'est quoi ? Le build, ce sont les projets de système d'information qui consistent à créer une nouvelle application, un nouveau système d'information, donc tout nouveau, une évolution majeure d'un système existant. Le run, c'est ce qu'on appelle aussi la maintenance applicative. Donc, en fait, tout simplement maintenir en condition opérationnelle un système ou une application existante. Eh bien, quand on travaille en tant que business analyst en build ou en run, on travaille non plus pas pareil. Si vous changez au niveau technologique, imaginez que vous allez travailler comme business analyst dans un ERP, donc SAP ou autre ERP, ou dans de la business intelligence, ou dans un CRM, où vous allez construire un SIRH, c'est pas pareil que si vous faites partie d'un projet qui va créer un produit digital à partir de zéro. Après, vous avez des cas de figure où la gouvernance, elle est hyper procédurale. Et vous devez respecter cette gouvernance hyper procédurale. D'autres fois, la gouvernance, elle est quasi inexistante ou très affaiblie. Vous avez besoin de cette gouvernance. Donc, comment vous procédez ? Vous compensez. Vous avez aussi des organisations qui sont très politiques et d'autres qui sont très opérationnelles. Donc là aussi, votre métier, il va changer du tout au tout. Donc, vous voyez que notre rôle, il est vraiment protéiforme. Il va changer en fonction des managers, des sponsors, des contextes, des systèmes, de la culture d'entreprise, des niveaux de maturité. Et donc, en fait, le business analyst, il va passer son temps à recalibrer sa posture. Et cette adaptation permanente, elle fatigue intérieurement et elle fatigue beaucoup. Alors, autre chose que je voudrais aborder, c'est le fait que le business analyst, il évolue dans un environnement où il est constamment exposé à des experts, à des spécialistes. Vos contributeurs, c'est peut-être des experts métiers dans leur domaine, ou alors des développeurs informatiques ou des spécialistes informatiques. Si vous parlez avec des managers, ils sont spécialistes du pilotage. Donc voilà, experts métiers qui maîtrisent leur domaine depuis 15 ans.
architectes techniques très spécialisés, des développeurs seniors, des product managers, des responsables data, des directeurs de programme, des managers opérationnels, des consultants experts d'un ERP, X, Y, Z, etc. Et donc, en fait, quand vous êtes confronté à ce type de partie prenante, de contributeurs, quelque chose va s'installer tout doucement, mais sûrement, intérieurement. C'est une sensation d'être moins expert, moins spécialisé, moins solide techniquement, moins légitime intellectuellement. Or, je vous rappelle que le business analyst, il est là pour conseiller la meilleure solution possible pour répondre à un besoin exprimé par une organisation. Donc, comment accepter cette posture de conseiller face à des gens que vous estimez plus intelligents, plus experts que vous? C'est compliqué, c'est très compliqué. Il faut comprendre que le business analyst, c'est celui ou celle qui va circuler entre les mondes, mais il va pas appartenir complètement à l'un ou l'autre de ces mondes. Et c'est important de comprendre ça, c'est que le business analyst, du coup, il va rarement construire une expertise fermée et stable, surtout quand il n'est pas formé. Quand après vous êtes formé, vous avez l'expertise de la business analyse. Mais comme 98% des business analysts sont autodidactes, je vous laisse imaginer ce que ça fait comme dégâts. Le business analyst, en réalité, il va, par sa posture, construire une compréhension transverse, une capacité d'adaptation très forte, capacité de traduction entre le métier, l'informatique, entre les humains et les IA. Il va également développer une capacité de contextualisation et une capacité à créer du lien entre des logiques différentes. Et donc, imaginez bien que ces compétences, elles sont beaucoup plus difficiles à mesurer, beaucoup plus difficiles à valoriser et beaucoup plus difficiles à comparer. Surtout dans un environnement dominé par des spécialistes. Et ça peut vraiment créer une forme d'instabilité identitaire très importante, mais malheureusement très silencieuse. Les profils hybrides dont nous faisons partie en tant que business analyst. Vous pouvez venir du métier. Par exemple, vous êtes un ancien conseiller bancaire qui est devenu business analyst toujours dans le cadre bancaire. Moi, j'étais contrôleur de gestion. Une des premières missions que j'ai faites, c'était mettre en place un outil de business intelligence à destination d'un public de contrôleurs de gestion. Vous pouvez être aussi des anciens développeurs qui étaient plus intéressés par la compréhension de à quoi ça va servir au niveau des utilisateurs et qui progressivement sont devenus business analysts. Ancien contrôleur de gestion comme moi, ancien acheteur, ancien responsable des ressources humaines, ancien expert métier, etc. Vous avez les consultants fonctionnels qui sont peut-être très spécialisés dans les fonctionnalités des applications. Plein de profils transverses. Voilà, donc imaginez que vous avez ce profil-là, un profil hybride, et je sais que si vous me regardez, vous vous reconnaissez parfaitement. Eh bien, on développe souvent, quand on a ce profil hybride, une identité professionnelle mouvante. On a du mal à avoir notre propre identité professionnelle. On a l'impression vraiment d'être un pied dans chaque monde et qu'on n'appartient pas à un territoire clairement défini. Oui, on est business analyst ou product owner ou AMOA ou consultant fonctionnel, mais on sent vraiment qu'on est entre plusieurs mondes. Alors là où je veux amener cette vidéo, c'est que c'est vraiment usant. Et il faut le dire, il faut le savoir. On a vraiment une fatigue particulière. Alors oui, dans certains cas de figure, on a la surcharge de travail, mais on n'a pas que ça. On a aussi la charge cognitive. On a l'adaptation permanente, le besoin constant de contextualiser. C'est impossible d'essayer, par exemple, de définir une fonctionnalité sans avoir le contexte. On a aussi la nécessité de produire de la clarté alors que autour de nous, tout est flou et on attend de nous justement cette clarté. Donc le BA, il absorbe énormément la complexité du système et une complexité qui est invisible en fait. On va pas vous dire voilà la complexité. Alors on va vous donner certaines informations au niveau de la complexité, mais toute cette complexité dont je vous parle depuis le début de la vidéo, on va pas vous l'expliquer. Encore une fois, le BA, il va relier les équipes, les visions, les contraintes, les temporalités et parfois des logiques totalement incompatibles. Une logique utilisateur versus la logique de l'entreprise qui vous paye. Et souvent, on n'a pas d'autorité hiérarchique réelle. Alors oui, on est peut-être attaché à la DSI ou on est rattaché sur l'organigramme, à notre ESN, etc. Mais étant donné qu'on dépend aussi des besoins, en tout cas qu'on satisfait les utilisateurs et la chaîne de valeur de l'organisation, on va aussi avoir des rattachements purement opérationnels. Donc c'est un petit peu compliqué parce que on peut devenir très performant dans ce métier de business analyst sans jamais ressentir une véritable stabilité intérieure. Voilà, donc en fait, pour conclure un petit peu tout ça, mais qui est important, donc cette partie-là, franchement, écoutez bien ce que je vais vous dire, parce que le problème, c'est pas forcément un manque de compétences, c'est pas forcément un manque d'intelligence, bien au contraire, ni un manque d'expérience, même si ça peut effectivement jouer dans cette problématique. Le problème, il vient du fait que le métier de business analyst n'est pas conçu pour être stable. Déjà, il faut comprendre ça. C'est pas un métier conçu pour être stable. C'est un rôle profondément adaptatif. Et donc, chercher une identité totalement fixe dans ce métier, ça devient
épuisant. Et pourtant, on essaye tous d'avoir une stabilité dans cette compréhension-là. Ce qui devient important, comprendre les contextes, comprendre les systèmes, clarifier son positionnement au cas par cas, à chaque mission, identifier sa manière d'apporter de la valeur au cas par cas, à chaque mission, construire des repères plus conscients. Plus conscient, donc ça veut dire déjà comprendre ce qu'est la business analyse, comprendre ce qu'on doit chercher, parce que sinon c'est pas où chercher ni quoi chercher. Voilà, donc ce que je voulais vous apporter, c'est cette compréhension de ce qu'est vraiment la business analyse de l'intérieur, et cette réflexion, elle est devenue de plus en plus puissante en moi, surtout depuis quelques mois, même quelques années, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. Parce que l'intelligence artificielle, elle remplace beaucoup de métiers des cols blancs au niveau intellectuel, ça rebat beaucoup de cartes, et en fait, ça fait se poser la question à tout le monde, mais quelle est ma vraie place? Quelle est mon identité? Qu'est-ce que j'apporte comme valeur? Et nous, on avait déjà ce questionnement avant l'intelligence artificielle, et c'est d'autant plus important de savoir qu'est-ce qu'on apporte. Cette posture carrefour de vision systémique, de comprendre les systèmes, comprendre les contextes, comprendre comment se font les positionnements implicites, la gouvernance floue, etc. Tout ça, il faut le faire de manière consciente. Et c'est pour ça que j'ai créé depuis très peu de temps 2 nouveaux programmes, BA Ready et BA Elevate. Alors, BA Ready, pour qui c'est pour les personnes qui veulent se reconvertir à la business analyse, qui sont issus du métier, qui sont des anciens développeurs et qui sentent qu'ils sont appelés par ce rôle au carrefour des enjeux technologiques, métiers et de la gestion de projet, et bien sûr avec toute cette dimension humaine dont je vous ai déjà parlé, mais qui cherchent à construire des bases solides pour un métier qui est structurellement mouvant et qui ont besoin d'être accompagnés jusqu'à l'obtention de leur premier poste. Et ça, c'est ce programme BA Ready. BA Elevate, il est pour vous si vous êtes business analyst autodidacte, business analyst avec ou sans l'intitulé. Vous pouvez vous appeler AMOA, product owner, technico-fonctionnel, consultant ERP, ou même sans une étiquette que je viens de vous mentionner, mais vous comprenez en écoutant mes vidéos que vous faites de la business analyse depuis longtemps. Et pour ces profils expérimentés, si vous éprouvez le besoin de prendre du recul, de clarifier votre positionnement, de structurer votre expérience, de retrouver une cohérence professionnelle, d'avoir de la méthode, de ne pas être tout le temps en train de refaire la roue et d'être accompagné dans l'évolution de votre carrière, eh bien, ce programme BA Elevate, il est fait pour vous. C'est vraiment un espace de structuration et de clarification que je vous propose. La première cohorte sera en septembre 2026. Bien sûr, si vous voulez clarifier votre positionnement, je vous ai mis le lien en description de la vidéo pour réserver votre échange personnalisé. Les pages expliquant les programmes sont en cours de finalisation. Elles vont être très très bientôt sur mon site internet. Dans les prochains jours, normalement, vous aurez le programme complet. Sachez que, encore une fois, on est organisme de formation certifié Calliope. Le but, c'est vraiment d'être le business analyst du futur, même de 2026, puisque on a énormément de choses qui ont changé dans notre quotidien, dans le quotidien des projets de système d'information, et le but, c'est de vous accompagner dans cette nouvelle ère qui commence. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, ça me permet de savoir si la vidéo, ce type de thématique vous intéresse, pour savoir aussi orienter les prochaines thématiques, et puis aussi ça soutient tout simplement mon travail. C'est beaucoup de travail de préparer tout ça et de transmettre auprès de la communauté. Je vous remercie par avance, et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.